Danti de m'avoir invité à participer donc à cette réunion, à cette rencontre, de m'avoir donné donc l'occasion de revenir à Barcelone. Remercier pour l'accueil également qui m'a été réservé et pour les organisateurs ou organisatrices de l'Institut européen de la Méditerranée qui ont été vraiment remarquables pour toute la partie, disons, logistique. Des regrets. Le regret essentiel est celui de ne pas pouvoir m'exprimer en espagnol. J'ai sélectionné quelques titres pour donner l'illusion de ma connaissance de l'espagnol, mais cela s'arrêtera là. Je le regrette, alors que mon grand-père maternel, Pedro Caracena, est né à La Unión, il est enterré près d'Alicante. Et ma grand-mère maternelle, Rose Munoz, est originaire de Murcie. Donc regrets qui se limiteront donc à ces quelques titres qui vont jalonner cet exposé. L'exposé est centré sur l'objet d'une recherche qui a longtemps été négligée, méconnue, pour ne pas dire ignorée, dans l'historiographie. L'historiographie française, mais au-delà, européenne on pourrait dire, à savoir le cabotage, que je vais avoir l'occasion bien sûr de définir dans un instant. Le cabotage, mais associé aussi au cabotage, les petits ports. Et c'est à l'occasion donc de mes recherches conduites pour le doctorat, donc pour ma thèse, que j'ai pu explorer ces deux secteurs, ces deux domaines, à la fois cabotage et petits ports, qui sont associés mais qui ne sont pas non plus exclusifs. Les historiens se sont, il est vrai, longtemps intéressés aux grands espaces, aux fortunes négociantes, à la course d'escadre, aux mouvements portuaires de dimension internationale. L'histoire maritime a alors investi le grand, le vaste, le lointain, c'est-à-dire les grands ports, les expéditions prestigieuses, l'outre-mer coloniale, l'élite négociante, les officiers supérieurs. Ces historiens avaient bien entendu, pour la plupart, conscience qu'il y avait une autre vie maritime à côté de ces grandes respirations, mais pour des raisons diverses, les ont laissés de côté. Depuis quelques années, l'intérêt de certains chercheurs s'est un peu déplacé vers ces domaines jugés jusqu'alors marginaux. Les populations littorales, les gens de mer, silencieux, sans histoire ou presque, et les petits ports qui vivent à l'ombre portée des grands, les chantiers navals, modestes, parfois temporaires, les matelots, les équipages, que l'on croit connaître, mais qui sont finalement à mettre au rang d'une histoire immobile, comme l'a été longtemps celle du cabotage. Pourtant, dans un XVIIe et XVIIIe siècle, plus encore, dominé par l'expansion du grand commerce, par le monde du négoce, on a souvent oublié que le cabotage était une des clés de la réussite des aventures transocéaniques, que le cabotage pouvait être le poumon économique des sociétés maritimes, des sociétés littorales. L'éclairage de ce versant, longtemps laissé dans une obscurité synonyme d'indifférence, apparaît pour fondamental à qui désire atteindre les jeux de l'échange, les réseaux, les sociétés maritimes, les espaces utilisés ou construits en réponse aux stratégies marchandes. Avant d'aborder ces entreprises du cabotage et de voir l'importance du cabotage dans l'économie maritime, il me paraît fondamental d'abord de préciser ce qu'on entend par cabotage. Quelle est cette navigation? Le cabotage est une navigation complexe et insaisissable. Le terme insaisissable, je l'emprunte à un historien
un très grand historien de l'économie, de l'époque moderne, méconnu, malmené, parfois même chahuté. Je pense à Michel Morino, qui a fourni des éclairages fondamentaux pour la connaissance des économies maritimes et au-delà. Mais Michel Morino qualifie le cabotage d'un secteur insaisissable. C'est un secteur qui paraît et qui est effectivement ancien. Il suffirait de rappeler ce nombre d'objets que les archéologues mettent au jour et qui attestent depuis la haute antiquité l'existence d'une circulation maritime. Mais ces fouilles et ces objets tendent aussi à renforcer une fausse définition du cabotage. Car qu'est-ce que c'est que le cabotage? Que faut-il entendre par cabotage? Lorsqu'on parle de cabotage, dans notre imaginaire, dans notre imagination, on voit des navires qui quittent assez peu les littoraux, qui vont, comme le disait Fernand Braudel, qui vont comme les crabes, de rocher en rocher, qui utilisent une sorte de rivière côtière, pour reprendre aussi la formule de Fernand Braudel. Et dans les textes, d'ailleurs, du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, prenons simplement la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert, lorsqu'on consulte le terme cabotage, vous avez l'indication, cabotage, c'est du capotage, c'est-à-dire aller de cap en cap. Donc, navigation qui paraît vraiment de courte distance. Or, la définition est et reste très simple. Elle a été établie au XVIIe siècle, précisée au XVIIIe siècle par des règlements et des ordonnances qui ont fait suite au texte de Colbert. On n'y voyait pas, en évoquant Colbert et à cette définition, un chauvinisme franco-français. Non, pas du tout. Pas du tout, car en fait, cette définition, simplement, a été reprise ensuite dans le droit international au XXe et XXIe siècle. Oh, que disent ces textes? C'est simple. On parle de long cours quand il y a une traversée océane. Et on désigne par cabotage toute navigation qui n'est pas transocéanique. Aujourd'hui encore, je répète, vous consultez le droit maritime international en vigueur, le cabotage, c'est cette navigation qui n'est pas transocéanique. Autrement dit, toute navigation en Méditerranée, par définition, est du cabotage. Alors, pourquoi cela peut paraître un petit peu étrange, voire provocateur? Parce qu'en fait, le cabotage recouvre plusieurs formes. On pourrait dire deux formes essentielles. Il y a d'abord, bien sûr, le cabotage de proche en proche, de port en port, celui qui colle parfaitement à la définition que nous avons dans notre imaginaire, dans notre imagination. Mais il y a aussi toujours un cabotage qui est un cabotage en droiture. On quitte Marseille pour Constantinople, c'est aussi, par définition, du cabotage. Mais alors, ce cabotage, en fait, il se décline en deux types ou deux formes de cabotage. Il y a, on dira simplement, le petit cabotage et le grand cabotage. On distingue aussi, mais là ça peut paraître un peu plus sujet à polémique, on distinguerait aussi, y compris dans le droit international aujourd'hui, un cabotage national d'un cabotage international. Mais ces termes donnent une vision qui n'est pas toujours très juste. Un seul exemple, un navire qui quitte Marseille et qui se rend à Gênes ferait du cabotage international. Oui. Le même navire quitte Marseille pour se rendre à Dunkerque, en traversant donc Gibraltar, et en allant sur les rives de la mer du Nord, serait du cabotage national. Donc, national, international, on n'a pas du tout ces mêmes représentations dans l'échelle. Donc, on parlera peut-être plus volontiers
de grand cabotage et de petit cabotage. D'ailleurs, les textes, depuis le XVIIe et XVIIIe siècle, vont définir plutôt un espace qu'une forme de navigation. À partir de la Provence, par exemple, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le petit cabotage, c'était entre Barcelone et Gênes. Puis, les limites ont été poussées d'Alicante à Naples pour le petit cabotage et au-delà, grand cabotage. Administrativement aussi, il y a des différences. Car pour diriger un navire, il y a un examen à passer devant l'amirauté, devant des hydrographes. Eh bien, et cet examen sera différent pour un maître au petit cabotage et différent de celui du patron ou capitaine au grand cabotage. Les exigences seront différentes pour l'un ou pour l'autre. Donc il y a aussi dans les faits, et théoriquement, je dis bien théoriquement, un maître au petit cabotage qui serait surpris par la police des mers dans les eaux du grand cabotage, théoriquement, il se voit le navire confisqué, très lourde amende. Dans les faits, cela reste très théorique, d'autant que les maîtres au petit cabotage ont souvent une explication en disant les vents contraires m'ont poussé dans les eaux du grand cabotage, où j'ai été poursuivi par des forbans et j'ai été obligé d'aller trouver un endroit pour me mettre à l'abri. Bon. Donc, il y a bien sûr là des exemples qui montrent que ces définitions ou cette législation répressive est très rarement utilisée. Mais les exigences, cependant, sont différentes pour les maîtres au petit cabotage et les patrons au grand cabotage. Pourquoi peut-être cette navigation a été peu étudiée jusqu'à présent? Mais parce qu'en fait, d'une manière très générale, il est très difficile de mesurer cette circulation, ce piétinement de la navigation, ce grouillement côtier, pour reprendre les termes de Pierre Vilar, historien qui a travaillé sur la Catalogne. Piétinement, grouillement, oui, mais paradoxalement, les sources sont peu nombreuses pour pouvoir les atteindre, enfin en apparence. En apparence, car si on veut, on peut en trouver. Mais c'est chronophage, ça prend beaucoup de temps, car il faut aller consulter une multitude de dossiers, de registres, dans les registres de l'amirauté, qui accorde les autorisations de sortie, dans les registres de l'inscription maritime, qui gère les carrières des marins, dans les chambres de commerce, dans les organismes chargés de prélever des taxes à l'entrée ou à la sortie des ports, les déclarations à l'intendance de la santé maritime également fournissent des éléments. Et puis il y a cet océan d'archives que constituent les actes notariés. Il s'agit là aussi d'une source majeure. Mais tout ceci nous montre, et je n'ai pas donné une liste exhaustive, mais qu'il faut absolument labourer sans cesse les fonds d'archives pour restituer au plus près le cabotage. Déterminer cette place dans la vie portuaire des ports demande, quand on a fait cet effort, quand on a eu aussi la chance de trouver et d'avoir la possibilité de consacrer de ce temps à constituer quelques séries, eh bien, nous devons faire une différence déjà, et cette différence qu'on retrouvera par la suite, selon que nous nous plaçons dans les grands ou les petits ports. Dans un grand port, prenons le cas de Marseille, vous avez ici sur cet histogramme les bâtiments entrés dans le port de Marseille à la fin du XVIIIe siècle, où existent des séries dites du petit cabotage. Alors, sur ce graphique, qui est loin d'être parfait, nous avons simplement l'indication de l'importance du cabotage par rapport au trafic international. J'apporte tout de suite, bien sûr, une précision majeure même, c'est que là, je ne parle qu'en nombre d'entrées
dans le port. Il faudrait donc pondérer ces entrées en prenant les capacités, le tonnage, la portée des navires. Alors bien sûr, à ce moment-là, nous aurions un graphique qui serait très différent. Car bien entendu, pour la portée dans l'entrée du port, dans le mouvement portuaire, eh bien, les petits caboteurs ne représentent qu'un ensemble qui est beaucoup plus réduit. Mais pour l'activité, pour le grouillement portuaire, on a ici une image qui est très significative. Dans ces caboteurs, pour les grands ports, nous avons aussi des horizons très larges, des caboteurs qui viennent d'espaces très lointains. Et dans ces grands ports, le cabotage s'ajoute, que ce soit à Barcelone, que ce soit à Rouen, que ce soit à Bordeaux, s'ajoute donc aux autres trafics. Pour les ports secondaires, pour un port comme Saint-Tropez, sur lequel donc, je me suis arrêté quelques années à l'occasion de ma recherche pour la thèse de doctorat, eh bien, nous avons ici, pour ces ports secondaires, nous avons vraiment l'activité dominante. Mais, une fois encore, ce graphique nous porte là des indications concernant le nombre d'entrées. J'ai pris 3 années volontairement début, milieu et fin XVIIIe siècle pour montrer les espaces qui fournissent les caboteurs. Et pour les petits ports, contrairement aux grands, on a des espaces qui sont assez proches. Mais ce graphique aussi est un graphique qui est trompeur. Qui est trompeur pourquoi ? Parce que je répète, je raisonne là aussi en nombre et non pas en tonnage. Car pour quelques petits ports, pas tous, pour Saint-Tropez, ce qui a été la surprise majeure à l'occasion de ce travail de thèse, c'est de voir que quelques petits ports comme La Ciotat, Saint-Tropez, Cannes, Agde, sont des ports qui aussi participent à un grand cabotage, à un cabotage lointain, avec des navires qui fournissent dans l'entrée, finalement, un correctif pour le mouvement global. Et les ports que je viens de signaler, ces petits ports comme Saint-Tropez, qui aujourd'hui a une image plutôt touristique, mais Saint-Tropez, jusqu'à la Révolution française, disons, on dira au XVIIe et XVIIIe siècle, Saint-Tropez disposait pour la France méditerranéenne, de la flotte de commerce qui était en tonnage, je ne parle plus en nombre, en tonnage, au 3e rang, après Marseille et La Ciotat. Donc une flotte importante, bien sûr très loin derrière Marseille, mais importante, une flotte de service au service du cabotage petit, mais aussi grand, sur lequel je vais revenir dans un instant. Ce cabotage présente en fait plusieurs formes. Et nous revenons justement à cette définition qui colle à la peau de cabotage. Différentes formes, car nous avons, par exemple, classiques, des petits bâtiments qui font sans cesse des allers-retours. En une année, ici, j'ai pris du mois de janvier au mois de décembre, un bâtiment qui va sans arrêt aller entre Saint-Tropez et Marseille, Saint-Tropez, Marseille, Saint-Tropez, Marseille, faire des voyages, souvent avec le même bâtiment, le même patron, la même marchandise. Mouvement pendulaire, mouvement incessant. Et d'autres ports également présentent ce type de navette. Aller-retour, parfois 10, 12 allers-retours, un capitaine de La Ciotat, entre La Ciotat et Marseille pour transporter le même produit dans l'année. Donc, navette, mouvement incessant. Nous avons aussi notre forme un peu plus compliquée, une sorte de circuit. Donc, un bâtiment qui quitte, par exemple, Saint-Tropez pour aller chercher du vin avec à bord de la tonnellerie, des tonneaux, de la futaille vide, pour aller chercher du vin en Languedoc et livrer ce vin en Corse ou à Gênes et revenir. Donc, il y avait là une sorte de circuit, une sorte de boucle, un peu plus complexe. C'est plus une navette, plus un aller-retour. Donc, mais il peut se produire parfois un accident en cours de route. Accident entre guillemets. C'est que le patron se trouvant à Gênes a une occasion de charger du tabac pour aller le porter au royaume de Naples. Donc, il va saisir l'occasion et porter ce tabac à Naples. Et à Naples, il sera obligé de rester, par exemple, dans le cas ici, quelques semaines à cause d'intempéries, de mauvais temps. Puis, il reprendra donc son chemin pour la côte toscane, pour Livourne, où il sera immobilisé car des voiles corsaires sont à l'horizon. Puis, il pourra quitter Livourne pour se rendre à Savone, charger des fruits, des châtaignes, des pommes, pour aller les livrer à Toulon et revenir à son port d'attache, Saint-Tropez.
puis reprendre la boucle pour le transport du vin. Une circulation plus complexe encore, c'est un cabotage, grand cabotage, et petit cabotage au départ. Ici, on quitte donc un port, le port d'attache, bon, le cas ici c'est Marseille, pour aller vers, donc de Sète pour aller donc à la frontière en Roussillon, pour revenir ensuite à Marseille, pour ensuite faire des allers-retours entre Carthagène et Alicante. Et nous n'avons pas toujours les sources et les produits utilisés ou transportés. Et ensuite, donc, on a quitté les eaux du petit cabotage pour le grand cabotage. On file vers la Sicile, donc à Palerme, à Agrigente. On revient ensuite. Bon, oui, donc une circulation un peu plus complexe, un mélange, une sorte de tramping, c'est-à-dire où le patron va aller au gré des affrètements. Il va aller au gré des affrètements en tenant compte, si possible, du congé qui lui a été accordé. Car au départ, il a reçu une autorisation, un congé, qui peut être de 6 mois, d'1 mois, d'1 an, de 2 ans, pour effectuer ce transport. Donc, petit et grand cabotage, un cabotage qui est parfois dit à la quête. On va à la quête, disaient les textes. Ou mieux, on va à la cueillette. À la cueillette. Donc, on va à la recherche de fret lorsque cela peut se produire. Et ceci est surtout pratiqué, se trouve dans les petits ports qui n'ont pas toujours des correspondants sur place et qui n'ont donc pas une cargaison assurée et qui vont donc effectuer cette quête, cette cueillette, cette aventure, qui est le terme aussi employé pour qualifier ce type de circulation. Et nous trouvons aussi une autre forme de grand cabotage et quasiment uniquement de grand cabotage. Il s'agit de ce que l'on appelle dans les textes la caravane maritime ou la cueillette. Caravane maritime ou cueillette. Alors le terme de caravane maritime peut se trouver dans les archives espagnoles pour le transport, par exemple, de troupes. Or là, il ne s'agit pas du tout de transport de troupes. La caravane maritime est une forme de tramping, une cueillette. On part souvent avec une marchandise pour aller la vendre à un point précis, et à partir de là, on mettra le navire à la disposition des affréteurs qu'on va rencontrer en cours de route. Forme de tramping, de caravane. Le terme de caravane ne doit pas prêter à confusion. Les rédacteurs de la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert donnent une définition qui n'est pas correcte, car ils disent que les caravanes maritimes sont comme les caravanes terrestres. Ils vont en groupe comme les chameaux, les dromadaires. Ce n'est pas le cas. Caravane maritime, on part seul. Et on va donc mettre le navire à la disposition d'un affréteur après avoir porté une marchandise ou pas. Alors, ce type de navigation, qui est attesté en Méditerranée occidentale au XVIe, au XVIIe siècle, connaît à la fin du XVIIe siècle et pendant tout le XVIIIe siècle un fort développement en Méditerranée orientale, dans le monde arabo-musulman. Caravane maritime, donc le bâtiment part, quelquefois avec rien à bord, ou quelques piastres, quelques sequins, pour aller acheter une marchandise à Tunis ou à Sousse ou à Alger, et puis ensuite on va, à partir de là, prendre des marchandises, mettre le bâtiment au service d'affréteurs locaux, prendre des pèlerins à Tunis, les amener à Alexandrie charger du riz ou des étoffes qu'on amènera à Smyrne prendre du bois qu'on portera à Constantinople des chevaux qu'on apportera à Salonique, et donc en se mettant ainsi à la disposition des affréteurs locaux. C'est une forme donc de tramping qui est réglementée par la porte, par Constantinople. Théoriquement, il y a des marchandises qui sont exclues de transport, le moka, le café, exclu de transport aussi le blé, surtout en période de disette dans le monde ottoman. Mais malgré ces interdictions, avec quelques bakchiches, avec quelques complicités locales, il y a des possibilités, bien sûr, de transporter du blé pris furtivement dans telle ou telle île de l'archipel de la mer Égée. Cette caravane maritime peut être plus complexe. Elle peut associer les deux bassins de la Méditerranée. Commencer par une navigation vers la partie orientale, puis ensuite terminer vers la partie occidentale. Et donc là,
on voit déjà, je reviendrai par la suite, on voit déjà l'importance qui est accordée, qui est laissée au capitaine, au patron. L'initiative, la confiance qui est laissée à ce personnage central dans ce type d'opération de cabotage. Cabotage plus complexe encore, lorsque le capitaine reçoit des consignes par ses armateurs de transporter depuis Marseille au Havre des marchandises, puis au retour, de faire escale à Cadix. Si on trouve à Cadix marchandises intéressantes, eh bien, avec l'argent gagné dans le premier voyage, on achètera des marchandises pour aller à Marseille. Sinon, disent les armateurs, partez en caravane. C'est-à-dire, le capitaine sera à ce moment-là libre d'effectuer du tramping en Méditerranée occidentale ou orientale. Donc, c'est cette autre forme qui relie, cette fois, l'Atlantique à la Méditerranée. Alors, quelles sont ces entreprises de cabotage, ces entreprises caboteuses? On en a déjà un petit peu aperçu quelques éléments. Mais d'abord, le point qui est au cœur de la navigation, c'est l'outillage nautique, c'est le navire. Alors pour l'historien, grosse difficulté, car on se trouve face à une grande variété de navires, de bâtiments. Je ne dis pas de bateaux, parce que le terme bateau correspond à un type particulier. Disons navire, on dira bâtiment de mer. Grande variété. Et la situation est d'autant plus compliquée qu'un même bâtiment pourra avoir des dénominations différentes selon les lieux. Et parfois plus compliqué encore, un même terme sera utilisé pour qualifier, on va le voir, des bâtiments totalement différents. Donc la nécessité d'être très prudent pour faire cette typologie des bâtiments employés pour le petit cabotage et le grand cabotage. Le bâtiment qui paraît le bâtiment roi, c'est ce qu'on appelle la tartane, tout au moins en France, qui semblerait correspondre à la barque, en Espagne, qui semblerait, je dis, car il y a aussi des variantes. Donc c'est un bâtiment avec deux mâts, voile latine, donc triangulaire, un équipage autour d'une dizaine d'hommes, on dira. Et c'est un bâtiment d'une portée, 60, 80, 100 tonneaux, d'une portée qui permet des rotations assez rapides. Un bâtiment qui peut être aussi rapide, qu'utilise par exemple à Marseille la Chambre de commerce pour le transport du courrier, car c'est un bâtiment qui peut déjouer les forbans, les corsaires, les pirates en Méditerranée et donc se glisser dans tel ou tel archipel pour trouver un refuge. À côté de ce bâtiment plus modeste, les lahutes, les lodes ou les bateaux, bâtiments de portée bien souvent inférieure à 20 tonneaux, des bâtiments qui s'éloignent assez guère du rivage, ce sont ceux-là qui sont bien souvent associés dans notre imaginaire au petit cabotage, qui peuvent quelquefois être utilisés aussi pour la pêche, mais aussi pour le commerce au petit cabotage. Donc, une certaine polyvalence de quelques bâtiments. Puis, autre bâtiment qui peut poser quelques difficultés, là aussi, c'est ce qu'on appelle la barque. Alors, la barque, en France, ici, est dans un recueil qui présente des gravures de l'ensemble des bâtiments européens. Vous voyez, barque espagnole, barque française, bon, paraît assez proche, mais ça ne correspond pas toujours non plus à la terminologie des utilisateurs de ces bâtiments. Donc, difficulté, mais nous sommes là avec des navires de plus grosse charge, plus grosse portée, pour des cargaisons plus fortes, qui peuvent être utilisés pour le petit et le grand cabotage. Il en est de même d'ailleurs pour ces bâtiments, là beaucoup plus gros, mais qui sont aussi quelquefois affectés au petit ou au grand cabotage. Cela peut être utilisé pour amorcer un grand cabotage, en commençant par un petit cabotage pour l'avitaillement, puis ensuite cabotage lointain, puis ensuite, au retour, grand cabotage. Alors, vous voyez, là, notre bâtiment qui pose problème, la Polacre. La Polacre. Alors ici, pour montrer que c'est aussi c'est un journal de route tenu par un écrivain de bord qui se trouve à bord du bâtiment, la Stella Matutina, qui dessine le bâtiment qui est utilisé pour la caravane, donc pour le grand cabotage. C'est une Polacre.
Or, bien souvent, les polacres sont des bâtiments de plus petite taille, quand il ne s'agit pas d'une simple voile. D'où difficulté dans la terminologie pour ces termes. Ces bâtiments, qu'ils soient grands ou petits, que ce soit en France ou en Espagne, sortent de chantiers souvent modestes. Nous sommes loin, vous le savez bien, des grands chantiers actuels, des grands chantiers du XXe ou XXIe siècle. Ce sont pratiquement tous les ports, grands et petits, ont leur propre chantier. Car pour avoir un chantier, qu'est-ce qu'il faut? Pas grand-chose, de l'espace, oui. Un plan incliné, c'est tout. Et on construit assez vite ces bâtiments. Et les flottes détruites à l'occasion de conflits ou de prises par des corsaires sont aussi rapidement reconstituées. Simplement, quand je vois qu'en France, mes collègues de Rochefort ont mis 30 ans pour reconstituer l'Hermione, le bâtiment qui avait été construit à 6 mois, donc on mesure aussi la différence de temps pour les chantiers de l'Ancien Régime. Alors, la question qui se pose, existe-t-il des bâtiments spécialisés? Y a-t-il, comme aujourd'hui, les pétroliers, les méthaniers, les vraquiers, les porte-conteneurs? Difficile de répondre à la question pour ces caboteurs. Il semblerait cependant que les Génois et quelques Provençaux, comme les gens de Saint-Tropez, aient utilisé des bâtiments adaptés au transport d'une marchandise. Les gens de Gênes, des penques pour le transport de l'huile d'olive. Et les gens de Saint-Tropez, des bâtiments pour le transport du vin. Alors, nous n'avons pas pour Saint-Tropez de gravure, mais dans les textes figure la mention de vinetiers. Des vinetiers pour transporter le vin. Et il semblerait, simplement, en faisant appel à des documents beaucoup plus tardifs, à des photographies ou à des cartes postales, que ce soit ce type de bâtiment adapté dans les cales et sur le pont à des dimensions correspondant à la futaille, à la tonnellerie. Donc c'est ce qui serait peut-être l'ancêtre de ces vinetiers, ou les héritiers de ces vinetiers, qu'on appelle aussi aujourd'hui les pinardiers en France. Alors, ces bâtiments, grands ou petits, dans toute la Méditerranée, mais aussi au-delà, sont rarement la propriété d'un seul. Le bâtiment est en général une propriété collective, une copropriété. Le bâtiment est fractionné en parts. Au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, nous avons des traces de ce fractionnement. Alors les termes changent. On parlera de carats, 24 carats, c'est le terme, les 24, ou kira, les orthographes qui varient. Nous avons également le terme en Catalogne de setzen, de 16e. Donc il s'agit là de cette division de la propriété. Alors parfois le terme, en général, c'est un chiffre pair, mais quelquefois nous trouvons 25. 25. Alors ça peut paraître un petit peu étrange, mais lorsqu'on regarde la comptabilité, nous avons une comptabilité complexe, très complexe, où est effectuée la part de ce qui revient au navire, puis aux marchandises. Il y a une part qu'on divise en 25, mais il y aura une part pour la Vierge. Une part qui est laissée à la Vierge ou peut-être aux veuves des membres de l'équipage, et puis le reste de l'équipage. Donc, répartition assez complexe, mais cet émiettement de la propriété répond en fait à deux objectifs. Cela peut être la volonté de diviser les risques en multipliant les propriétaires. Cela peut être aussi le signe de la difficulté de trouver du capital et donc de grappiller ici et là pour constituer une société. Car qui sont ces entrepreneurs de la mer? Qui sont ces sociétés? Là aussi, il faut faire la différence entre les grands et les petits ports. Dans les grands ports, ces bâtiments appartiennent en général à de puissantes maisons de commerce. Ce sont ces négociants armateurs qui sont 2 ou 3 à être les propriétaires du bâtiment. Et la gestion est limitée à ce petit groupe, à ce petit noyau. Et c'est ce noyau qui confie au capitaine, au patron, les instructions avant de partir pour une campagne
campagne en mer, au petit ou grand cabotage. Dans les plus petites cités, comme Martigues, comme Agde, comme Cannes, nous avons le navire qui est souvent le cœur de la société, qui est la raison d'être de la société. Ce sont des hommes, des femmes parfois aussi, qui sont associés pour acheter un bâtiment ou faire reconstruire un bâtiment. Ils forment une société, une compagnie, une colonne. Les termes varient, qu'on se trouve à Gênes, qu'on se trouve à Barcelone, qu'on se trouve à Martigues. Ils constituent donc une société avec un apport d'argent qui sera différent. Et bien sûr, ensuite, la répartition des profits et des pertes s'effectuera au prorata de la somme investie. Et donc, il y a avec le capitaine, le patron, qui est très souvent aussi un copropriétaire et qui va participer au rassemblement des capitaux. Alors, cette composition dans les petites localités est très diverse. Cela peut être des affinités de famille, oui, mais pas uniquement. Affinités confessionnelles, oui, pas uniquement. Il y a quelquefois de curieuses synthèses sociales. Je cite Pierre Vilar pour la Catalogne. Il a noté là la présence de nobles, d'officiers, de négociants, d'artisans, dans une barque de 150 tonneaux. Il a dénombré 10 associés. Dans une barque de 114 tonneaux, la Notre-Dame du Ruban, 114 tonneaux, 14 associés. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ces associés. Pierre Villard indique qu'il y a un groupe de marchands de Barcelone avec des constructeurs et des fournisseurs de bois d'Arenis-des-Mars et des exploitants de soude du delta de l'Èbre, de Tortosa, associés quand ils vont transporter de la soude pour les savonneries de Marseille. Et donc on voit bien aussi cette association entre marchands, constructeurs et marchands de bois et gérants de soudières, association dans le capital, dans l'entreprise, pour la gestion du navire destiné à une fabrication, en particulier ici, le savon. Alors cette navigation obéit-elle à un rythme saisonnier? Dans les grands ports, oui. Dans les petits ports, plus encore. Dans les grands ports, vous avez ici de nouveau le cas de Marseille, vous voyez qu'il y a une pointe de l'activité, fin du printemps, l'été, début de l'automne. L'hiver n'est pas une morte saison, comme parfois on peut le lire ou l'écrire. L'hiver est aussi une période qui voit un mouvement portuaire au XVIIe siècle au moins et au XVIIIe siècle encore. Donc une activité ici de ce cabotage, petit cabotage dans le port de Marseille. Alors pour les grands ports, ce cabotage répond à l'arrivée de marchandises diverses. Il n'y a pas vraiment une marchandise qui domine. Dans les petits ports, c'est le cas en revanche. C'est le cas, et dans les petits ports, pour le petit cabotage, c'est le calendrier agricole ou forestier qui dicte souvent le calendrier de la navigation côtière. C'est pour le transport du bois de chauffage, pour le transport du liège, pour le transport du vin, pour le transport des châtaignes, qu'on va avoir un pic de circulation en septembre, octobre, novembre. Il y a quelques petits ports, il y a près de Hyères en Provence, un petit port qui s'appelle Les Houbes, qu'on trouve dans les archives, à l'entrée de Marseille, un bâtiment qui arrive, quantité, des dizaines de bateaux, de petits bâtiments qui arrivent en octobre, en novembre, de Les Houbes chargés de châtaignes. En dehors de ces 2 mois, quasiment rien. On a donc là un lien d'une activité avec une production de l'arrière-pays. Alors quelquefois, ce cabotage peut connaître une véritable explosion. Un seul exemple, en 1753, l'Andalousie connaît une crise de subsistance.
les négociants qui écrivent, les négociants étrangers qui sont présents à Cadix, écrivent à leurs correspondants européens, l'absence de rosée du Seigneur provoque de faibles récoltes. L'absence de rosée du Seigneur, sous-entendu, bien sûr, c'est la sécheresse, il ne pleut pas. Et donc, on va manquer de grains. La correspondance s'accélère, car la sécheresse se confirme. Et à ce moment-là, on va voir des bâtiments se diriger en quantité vers l'Andalousie pour répondre aux besoins. Et ce qui m'a fortement aussi surpris, c'est de voir le poids des habitudes alimentaires. Car arrive en Andalousie du blé tendre d'Angleterre, de Hollande, à des prix assez bas. En Andalousie, on veut du blé dur. Et c'est du blé qui va venir de Sicile, d'Afrique du Nord, et qui va répondre aux besoins alimentaires andalous en 1753. Alors la correspondance, très hypocrite, des négociants qui se lamentent. Ah, pauvre Andalou, sécheresse, c'est la misère, on va mourir de faim. Et puis, 2 lignes plus bas, on va pouvoir faire une bonne affaire. On voit bien aussi le double jeu de ces négociants qui sont ravis de voir en 1754 que la pluie est revenue, mais qui demandent alors d'arrêter tout envoi, car on risque désormais un gros bouillon, sous-entendu, de mauvaises affaires. Ce chemin de la mer est employé parce qu'il est plus avantageux financièrement. Si on compare le prix de revient entre le transport maritime et le transport terrestre, le transport maritime est beaucoup plus intéressant, plus rapide, mais attention, il ne faut pas non plus oublier les fortunes de mer. Les fortunes de mer, c'est-à-dire les dangers, les risques. Alors il y en a 3, bien sûr, qui sont tout à fait classiques. Il y a bien sûr d'abord la colère des éléments. Ce sont les tempêtes qui provoquent des naufrages ou des avaries, ou au moins des retards dans les livraisons. Mais ce sont aussi les risques liés aux activités humaines. C'est la guerre, bien entendu. Lié à la guerre, la piraterie. Je ne dis pas la course, théoriquement, ne se produit que pendant la guerre. Mais il est vrai qu'en Méditerranée, on a des situations particulières, on parlera plutôt de corso-piraterie, étant donné la situation entre les 2 rives de la Méditerranée, où la guerre de course de piraterie se trouve quasiment à l'état permanent. Alors pour ces bâtiments, pour ces caboteurs, bien sûr, il y a la possibilité de s'assurer. La pratique de l'assurance n'est pas du tout inconnue. Il y a des traces dès le XIIIe siècle ou XIVe siècle, à Gênes, de la pratique de l'assurance. Mais très souvent, les caboteurs, surtout les petits caboteurs, et même ceux qui pratiquent la caravane maritime, répugnent à s'assurer. Parce que c'est du coût, c'est cher. Et on préfère tenter de faire un grand coup, y compris en période de guerre, parce qu'à ce moment-là, les prix seront élevés et on pourra risquer de faire une bonne opération. Il y a quelquefois l'organisation de convois en période de guerre, des bâtiments de commerce escortés par des bâtiments de guerre, mais là aussi, les caboteurs ont du mal à se montrer disciplinés, car le convoi n'est pas gratuit. Et si on est en convoi, on arrivera tous en même temps. Autrement dit, les prix vont tous être bas, d'où peu de succès de ces convois. Alors, cette économie liée au cabotage, on en a déjà aperçu quelques éléments. Présente plusieurs facettes. Il y a, nous l'avons vu d'abord, simplement le bâtiment qui peut être utilisé comme un instrument de transport. On se met au service d'un affréteur qui n'a pas de bâtiment pour transporter des hommes, transporter des marchandises. C'est le fret qui constitue le cœur du profit ou des pertes. Cependant, et particulièrement dans le cas des sociétés constituées pour le cabotage, on peut trouver l'usage du navire pour transporter des marchandises qu'on aura achetées localement et que l'on va vendre dans une destination, parce qu'on sait qu'il manque du blé, ou du bois, ou du vin, ou de l'huile. Donc,
on va acheter une marchandise et on n'aura le droit d'acheter cette marchandise qu'en fonction de l'investissement que vous avez apporté dans la colonne, dans la société pour l'achat du navire. Il y a donc un lien entre la propriété du navire et votre droit à charger. Ce droit, vous pouvez cependant le céder. Vous ne voulez pas charger, bien, vous cédez à quelqu'un le droit d'utiliser votre part pour charger sur le navire. D'où aussi complexité dans les comptabilités quand on peut avoir la chance d'en disposer. Le bâtiment peut aussi simplement transporter des marchandises des membres de la société qui ont un vignoble, qui ont une pinède, donc du bois. Et donc à ce moment-là, le bâtiment sera mis au service de la société pour le transport des produits de la société, avec quelquefois des combinaisons très intéressantes. Dans le Cap Corse ou en Sicile, nous avons des marins, des caboteurs, qui sont aussi des viticulteurs, qui passent une partie de leur temps à l'exploitation de la vigne en famille, avec une participation importante donc des femmes. Puis, on va voir, c'est le moment de la récolte venue, le moment du vin disponible, voir ces paysans, ces vignerons, prendre un bâtiment pour aller vendre à Livourne, à Civitavecchia, vendre le vin, l'huile, le bois, et ramener en échange des produits manufacturés. Une fois l'échange terminé, eh bien, on reviendra aux travaux agricoles. Il y a une pluriactivité très importante dans ce monde du cabotage. Dans les campagnes au long cours, comme j'appelle moi le grand cabotage lointain, la caravane maritime, un cabotage au long cours, pour montrer un petit peu peut-être cette antinomie, cabotage au long cours, cette caravane maritime, nous trouvons là aussi des opérations complexes. Cela peut être simplement la mise à disposition d'affréteurs turcs morts du bâtiment, et on va transporter et faire payer pour transporter des chevaux, des pèlerins, des marchandises. Mais le patron ou le capitaine, ou le subrécargue, c'est-à-dire celui qui a été désigné par la société pour représenter les intérêts de la compagnie, va pouvoir, avec l'argent gagné par le transport, acheter des marchandises, donc faire du commerce. Mais il pourra aussi, à l'occasion de telle ou telle escale, dans une escale, dans un port, il pourra prêter de l'argent. Prêter de l'argent auprès d'une maison religieuse, prêter de l'argent auprès d'affréteurs, auprès de capitaines, alors selon des formules multiples, hypothèque maritime, contrat à la grosse aventure. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces formules complexes, mais donc on a cette superposition possible. Fret, commerce, prêt. D'où, bien sûr, vous imaginez bien, une comptabilité qui est assez délicate à réaliser. Et la difficulté pour l'historien de faire la coupure entre ce qui est armement et négoce. Le cabotage peut être aussi source d'information. Source d'information, ici, simplement, nous prenons 3 caboteurs qui ont fait des dépositions à la santé maritime quand ils rentrent, donc, ils arrivent dans le port de Marseille, le chapeau bas, ils font une déposition devant l'intendant de la santé. Et nous avons ici des informations, vous le voyez, d'ordre politique. Dans le premier cas, nous sommes en avril 1714, au moment de la guerre de succession d'Espagne, un capitaine qui signale qu'il vient d'Alicante et il a touché Barcelone, où on faisait des préparatifs pour l'attaque. En septembre, quelques mois plus tard, on apprend par notre patron que l'assaut a été donné. Bon. Et puis, quelques jours plus tard, on apprend aussi qu'il y a eu un Te Deum chanté quand les troupes sont entrées dans la ville de Barcelone. Et puis on apprend aussi, autre point, que ce capitaine-là, il vient des plages de Barcelone. Information aussi importante pour l'historien. Pourquoi? Parce que ce cabotage, ce petit et grand cabotage, qui nous permet de montrer un petit peu ces liens entre les grands et les petits ports, nous rappelle que nous ne pouvons pas raisonner en grand port, comme on l'a fait pendant longtemps, mais il faut raisonner en complexe portuaire, en aire portuaire, en groupe portuaire. Autour de Marseille, il y a tout un ensemble de ports qui sont liés à Marseille, qui vivent au rythme de Marseille, qui participent à l'activité de Marseille. Même chose à Barcelone. À Barcelone, vous avez autour de Barcelone toute une série de ports
qui participent à un cabotage actif. Et c'est Augusti Villa-Egali qui a montré pour Lloret des Mars l'importance du cabotage, aussi pour ce petit port, mais qui est aussi lié à Barcelone. Donc, raisonnons avec le cabotage en espace un peu plus ample et non pas uniquement avec un pôle portuaire unique. Et il faut aussi ajouter l'importance d'une poussière portuaire, de ces plages qu'on a vues tout à l'heure dans le texte, mais qui sont nombreuses, c'est-à-dire des points qui sont des points connus par les patrons, les capitaines, les maîtres de cabotage, mais qui n'ont pas d'infrastructure, des plages sans embarcadères où on vient chercher la marchandise, des feuilles, des écorces, des plages comme ceci, des pierres. On ne peut pas parler de port, c'est un port éphémère, un port diffus, un port de campagne. Ce sont ces plages, ces mouillages qui sont étroitement liés au port. Des lieux de négociation aussi, où on pouvait venir d'ailleurs aussi négocier des rachats de captifs entre la rive nord et la rive sud. Et en Espagne, il y avait des lieux précis qu'on appelait dans les contrats les alafia. Les alafia, les ports des alafia, qu'on retrouve dans la terminologie, c'était des lieux où musulmans et chrétiens pouvaient se rencontrer pour échanger des captifs. Donc des lieux, des troisième lieux, où il n'y avait pas d'affrontement. Et ces petits ports, on en a ici une poussière portuaire. Et aujourd'hui encore, sur ces photographies, ici nous sommes près de Gênes, ce bâtiment où on débarque des ardoises. Il n'y a pas de port, mais Albisola est un port dans les archives. Un port de petit cabotage, une poussière portuaire. Même chose ici chez les Liguori, pour les terrailles. Nous sommes là, bien sûr, tributaires de documentation plus tardive, mais qui nous montrent ces ports qui ne sont pas de véritables ports, mais qui sont étroitement liés au cabotage. Ce cabotage a pu, et c'est le dernier point sur lequel je voudrais m'arrêter, a pu remodeler des rivages. Remodeler des rivages, trois exemples rapides. Pour approvisionner les savonneries de Marseille, on a besoin de soude. Eh bien, la soude, on a vu tout à l'heure, ça pouvait venir d'Espagne, et oui, grande quantité. De la soude végétale, des barils qui se trouvent, qu'on ramasse sur les plages, qu'on ramasse, qui se présentent à l'état naturel sur les côtes espagnoles, sont utilisés, quand on les fait calciner, pour fabriquer le savon. Eh bien, cette soude végétale qu'on ramassait, qui était là à l'état sauvage, eh bien, on va la cultiver. Et entre Alicante et Valence, on va voir la mise en place de véritables exploitations de cette soude végétale destinée aux savonneries de Marseille. Donc, transformation du paysage. Transformation du paysage aussi au sud de l'Italie, en Calabre, pour répondre, là encore une fois, aux savonneries de Marseille, pour fournir de l'huile grasse, épaisse, odorante, qui ne convient pas pour la table. Eh bien, cette huile, eh bien, on va arracher des agrumes, arracher pour planter des oliviers. Et les oliveraies qu'on a aujourd'hui en Calabre ou dans la région des Pouilles sont souvent le résultat de ce caboteur génois qui ont incité à ce changement de culture pour satisfaire à un besoin extérieur. Et puis, plus près de nous, plus près de moi, ce sont certains vignobles provençaux qui ont longtemps été des cultures complantées, où on avait ensemble la vigne, un peu de blé, des arbres fruitiers. Eh bien, à côté de ce vignoble complanté, on va voir des vignes dites épaisses dans les contrats. Vignes épaisses, c'est-à-dire vignes uniquement de la vigne, monoculture. Et les vignobles aujourd'hui de Saint-Tropez, d'Olioul, ou plus réputé encore le vignoble de Bandol, en Provence, résultent de ce cabotage, car cela permettait une distribution à bon marché de ce vin de barque, de ce vin de côte. Alors ce cabotage est aussi associé au transport intérieur. Il serait réducteur de le limiter au transport maritime. Il apparaît parfois comme un segment dans un ensemble de transports. Un seul exemple suffira, le transport du bois, pour alimenter les chantiers navals. Mais le bois qui vient des forêts de l'intérieur du continent européen, bien, ce bois est arraché aux forêts, transporté par voie terrestre, par charroi, jusque sur les bords du fleuve,
puis par halage, par voie fluviale, transportés jusque vers le port, où, en rupture de charge, un bâtiment pourra prendre le relais, un bâtiment de mer, adapté au fleuve et à la mer, avec un fond plat, les allèges, qui vont, par exemple, d'Arles à Marseille ou Toulon, transporter le bois. Et donc là, on a aussi ce lien. Donc le cabotage peut apparaître ici comme un segment dans une boucle plus complexe de circulation. Et dans cette circulation, dans ces caboteurs, eh bien, on en trouve aussi qui vont fréquenter amplement la fameuse foire de Beaucaire, grande foire de Beaucaire depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à la fin du 19, jusqu'au milieu du XIXe siècle. Foire de Beaucaire est le grand rendez-vous européen des marchands de l'Europe du Sud. Viennent des marchands au mois de juillet, en l'espace de 3 semaines. On se rappelle un petit peu les vieilles foires de Champagne du Moyen-Âge. Mais là, nous sommes donc à Beaucaire, sur le Rhône, près d'Arles, autour de la Sainte-Madeleine, autour du 23 juillet. Il y a effervescence. Des caboteurs qui viennent de toute l'Europe du Sud. Et parmi ces caboteurs, alors là, vous voyez l'effervescence, on voit bien l'animation, un véritable pont de bateau, avec des tréteaux, des baraques, avec une foule considérable pendant ces quelques semaines. Sinon, la ville est quasiment vide. Eh bien, parmi ces marchands, il y a de très nombreux Catalans. Des Catalans qui viennent, très nombreux, à fréquenter la foire de Beaucaire. Quelques statistiques puisées à partir des dossiers de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, qui nous montrent l'importance de ces bâtiments catalans parmi l'ensemble des bâtiments qui fréquentent la foire de Beaucaire. Avec une progression très nette, j'ai pris 2 produits emblématiques, j'ai pris ici le poisson, notamment les anchois, et puis j'ai pris le liège. Vous voyez la forte poussée, que ce soit au début ou fin de siècle. Bon, il est vrai aussi que si on grattait sous les anchois, on trouverait des piastres. Alors ça aussi, le cabotage peut être aussi un moment de ce commerce illicite, de commerce de contrebande. Ces échanges sont occasion de contact. Contact, je reviens à Saint-Tropez, où j'ai ici puisé parmi d'autres quelques cas de Catalans venus à Saint-Tropez d'abord pour la pêche. Pour la pêche, poisson ou corail. Oui, quelques familles ici, j'ai pris 4 ou 5 familles qui ont fait souche, sauf la dernière qui est revenue ensuite donc, en Catalogne. Donc des familles venues de petits ports, et non pas de Barcelone, et qui sont restées donc, sur place. Un exemple qu'on va pouvoir suivre simplement, c'est le cas du capitaine André, Jean-André, qui vient s'établir. Il est natif de la Escala de Catalogne, et son père Jean-André, sa mère Anne Solanas, donc ce sont des Catalans, et il se marie. Il se marie avec Elisabeth d'Èze, qui est originaire de Provence, originaire de Saint-Raphaël, non loin de Saint-Tropez. Et il va être admis sur place, admis comme capitaine à Saint-Tropez en 1748, capitaine pour participer aux opérations de cabotage. Et il va, avec un navire, avec un yacht, le Saint-Jean-Baptiste, faire du cabotage pendant presque plus de 5 ans en Italie. Il disparaît. Il va ensuite vers le Levant. Il va donc faire de la caravane maritime, du grand cabotage vers le Levant, avec un bâtiment plus grand, entre 1755 et 58. Cependant, il meurt cette année-là, à l'âge de 44 ans, en 1758. Mais son fils Martin, prend le relais, et il est né en 1721, il prend le relais, et il devient capitaine. Il est reçu à Marseille, et il va pratiquer, lui, le cabotage entre l'Espagne et l'Italie. Donc, exemple d'itinéraire, ce n'est pas du tout un exemple isolé, ce sont des exemples qu'on retrouve avec, c'est vrai, dans les années 1720-30, importance de Catalans venus s'installer, en grande partie, c'est pour compenser les pertes importantes liées au décès de la peste qui a frappé la Provence en 1720-21. Alors, en conclusion, et là, ce cabotage finit. Ce cabotage, avec ses diverses facettes et ses multiples composantes, qui a participé à ces complexes portuaires, à ces échanges de concentration et de redistribution de produits,
Mais ce cabotage, nous en avons vu ici, en fait, les grandes heures. Les grandes heures, car à partir du XIXe siècle, à partir du milieu du XIXe siècle, on observe un reclassement des puissances en Europe. Reclassement, mais aussi et surtout, c'est bien sûr les nouvelles techniques. Nouvelles techniques qui vont être, bien entendu, celles qui vont provoquer le coup d'arrêt de ce cabotage. Le chemin de la mer va être fortement concurrencé par le chemin de fer, concurrencé aussi par le chemin terrestre. Et ce sont donc ces deux éléments qui vont porter vraiment un coup d'atteinte, une atteinte très forte au cabotage. Les statistiques portuaires pour le XIXe siècle, qui sont plus nombreuses, là sont vraiment sans appel. Nous avons vraiment un effondrement de l'activité caboteuse, petit cabotage et grand cabotage. Alors lequel grand cabotage désormais va connaître aussi une autre mutation avec Suez, avec donc désormais des routes nouvelles qui vont être empruntées. Et donc là, on va s'éloigner de ce laboratoire maritime du cabotage qui a pu constituer en quelque sorte la Méditerranée. Donc transformation. Et aujourd'hui, il y a quelques... de temps à autre, on entend hommes politiques, responsables économiques, dire on va relancer le cabotage pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques. Mais force est de reconnaître que cela reste très souvent, trop souvent peut-être, lettre morte. Et peut-être là qu'il y aurait aussi une réflexion à mener à partir de ce cabotage ancien. Je vous remercie.